La prochaine grande opération de tonte c'est sur l'immobilier. Des contribuables, des citoyens, c'est l'immobilier. Bien sûr. Des propriétaires à qui on a toujours dit, vous ne pouvez pas vous tromper avec de la pierre, vous allez faire... Ils vont être tondus. Ils vont tout perdre. Parce que l'immobilier, ça ne peut pas prendre le train pour Bruxelles. Hein. Si vous êtes à Paris, il est à Paris, votre immobilier. Donc, on va vous augmenter les impôts, on va vous augmenter jusqu'au moment où vous serez obligé de payer pour garder votre immobilier. C'est déjà que ça commence, d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Avec nous cette semaine, l'économiste et financier Charles Gave, auteur du livre, de l'essai « Des lions menés par les ânes », ce qui en soi est une forme de programme déjà dans le titre. C'était en 2001, je vous entends déjà rigoler, c'est bon signe. Vous venez tout juste de publier « La vérité vous rendra libre ». Alors là, on est dans les évangiles. C'est une phrase de l'évangile selon saint Jean. C'était le souvenir que j'en avais. Vous êtes aussi le fondateur de l'Institut des libertés et ouvertement néolibéral, un badge rarement revendiqué ici en France. Néo, je ne sais pas, mais libéral, certainement. Alors, libéral, je dirais à nouveau que c'est un badge rarement revendiqué dans ce pays. Et pourtant, vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Libéral, un jour, j'ai demandé à Milton Friedman, avec qui j'étais assez copain, pourquoi la moitié des grands intellectuels du libéralisme étaient français et pourquoi on n'avait jamais connu le libéralisme en France. C'était une bonne question, avouez. C'est une bonne question. Est-ce qu'il vous a donné une réponse? Il a rigolé, parce qu'il rigolait tout le temps, il était gay comme un pinson. Il a dit, Charles, tu comprends pas, mais la vérité, c'est que pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer. C'était beau, non? C'est très beau. C'est très, très beau. Ça dit quelque chose de là où il vivait et de là où vous viviez peut-être à l'époque en France, quoique vous avez passé du temps aux États-Unis. On reviendra peut-être sur le parcours biographique. Je fais une petite pause pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'on vous suggère de vous abonner à notre chaîne. C'est très important, si vous n'êtes pas déjà abonné, de nous liker, de nous aimer. Si, bien entendu, les contenus que nous produisons sont à votre goût, c'est le minimum qu'on demande. Mais sachez que pour les algorithmes, ce genre de choses est très utile. Charles Gave, je vais commencer avec une citation parce que vous avez écrit ça très récemment. C'était le 17 décembre dernier, une de vos chroniques. « Les 12 mois qui viennent vont être passionnants. La première victime collatérale de la guerre civile qui commence aux USA devrait être le dollar US et la deuxième de ces victimes collatérales, le marché obligataire américain. » Alors, je ne sais pas si on doit déjà recommander d'aller coucher les enfants parce que quand on annonce la guerre civile, c'est pas la première fois que je vois ce genre de prophétie ou que je les lis. Vous semblez être assez sérieux. C'est pas le deuxième degré pour vous. Non, c'est pas du deuxième degré parce que sur mes 11 petits-enfants, j'en ai 9 qui ont un passeport américain. C'est pour vous dire que je ne suis pas un ennemi forcené des États-Unis. J'ai fait des études aux États-Unis dans les années 60 et j'aime beaucoup ce pays qui était un pays un petit peu pionnier. Très pionnier à bien des égards. À des égards et avec un fort degré de compétence et aussi de violence. C'est un pays qui est quand même très violent par rapport au Canada, qui n'est pas violent du tout. Les États-Unis, vous êtes surpris par le niveau de violence qu'il y a dans la société. Et à l'évidence, depuis à peu près les années, avec les années Clinton, la société américaine s'est scindée en deux. D'un côté, ce que j'appelle les globalistes, ceux qui veulent rester la puissance, l'hyperpuissance, comme dirait Védrine. Et de l'autre côté, les gens de l'Oklahoma ou n'importe quoi, qui sont des gens de l'Oklahoma qui sont des braves gens et qui veulent qu'on leur foute bien la paix, quoi. Ils n'ont pas de passeport, ça ne les intéresse pas le reste du monde. En fait, l'éternel contraste entre ceux qui vivent sur les côtes, donc à l'est comme à l'ouest du pays, et ceux qui sont dans le centre du pays. Et quand vous regardez la carte électorale des États-Unis, tout le centre, comme ça, c'est tout bleu, et puis il y a les bordures rouges, comme ça, qui sont les démocrates. Non, c'est le contraire. Les rouges sont les républicains, et puis les bordures bleues. Donc, d'habitude, ils trouvaient des façons de discuter entre eux, parce que il y avait pas de haine entre eux. Ils avaient deux conceptions du monde différentes, mais ils se haïssaient pas. Et à partir de, je sais pas, justement, de la fin du dernier siècle, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que la gauche est devenue intolérante, complètement intolérante, et qu'elle ne supporte pas la contradiction. C'est-à-dire, on est passé d'un régime où on pensait que par la discussion entre gens
de bonne compagnie, on se rapprochait de la vérité. Elle était inatteignable, mais on s'en rapprochait. Aujourd'hui, on est dans un monde où ils sont passés, ils savent ce qui est le bon, le moral, le juste, le vrai, et les autres sont des salauds. Mais vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un si vous le considérez au début de la discussion. C'est au point de départ, la gauche est devenue complètement intolérante. Et quelque part, la gauche a abandonné le peuple. C'est les années 90 pour sûr, avec M. Clinton. C'est exactement. Il était, lui, très favorable au libre marché, enfin plus qu'au libre marché, à la mondialisation, et qui a un peu trahi le pacte qu'il y ait le Parti démocrate avec le peuple. C'est ça. Et donc, ils ont absolument abandonné le peuple. Alors, vous me direz, au moins, quelque part, le Parti républicain n'a pas abandonné la nation, parce que nous, en Europe, la gauche a abandonné le peuple. Et la droite a abandonné la nation, alors on se retrouve... Orphelin. On ne sait plus pour qui voter, on est quand même un peu embarrassé. Mais aux États-Unis, le Parti démocrate a décidé qu'il représentait le juste et le bien. Et ça, dès le moment où vous passez dans un monde où vous pensez que l'autre est un salaud, vous avez le droit moral de tout faire pour l'éliminer. Et le faire taire. Le faire taire, le tuer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très loin de gens qui vous disent que dans le fond, il faut abandonner la liberté de parole et mettre les gens en prison s'ils pensent pas bien ou s'ils sont pas d'accord. Vous avez des appels tout le temps pour, par exemple, au moment du Covid, empêcher les gens qui n'étaient pas d'accord de s'exprimer. Et maintenant, sur le réchauffement atmosphérique, il y a des gens qui disent que quiconque dit que c'est pas vrai doit être interdit d'antenne. Donc, vous avez un appel forcené à l'excommunication. Et ça pourrait mener éventuellement à une guerre civile, selon vous? Parce que c'est l'expression que vous avez, le choix des mots que vous avez employé. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Quand vous voyez, ce qui me gêne beaucoup aux États-Unis, c'est que, vous avez la séparation des pouvoirs, mais j'ai l'impression que la gauche a capturé le département de la justice aux États-Unis. Comme la gauche, comme les multinationaux ont capturé les tribunaux européens. Et donc, ils se servent de la justice pour arriver à leur fin politique. Une instrumentalisation? Une instrumentalisation de la justice. On voit très bien, par exemple, on ne réussit pas à avoir des tas de documents, des choses... ils font des choses aux États-Unis, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ne sont pas encore inculpés. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je n'ai jamais réussi à savoir à ce jour, et Dieu sait que je suis les États-Unis avec beaucoup d'intérêt. Monsieur le président élu, Trump... Avant même qu'il ait été élu, il y a une enquête qui a été déclenchée pour savoir s'il avait des liens avec la Russie, vous savez. Non seulement je le sais, mais le Russiagate a été entièrement démonté. Entièrement démonté, mais on n'a jamais su qui a donné l'ordre au FBI de commencer cette enquête. Ça ne pouvait être qu'Obama. Parce que jamais un patron du FBI n'aurait répondu à personne d'autre. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez une enquête, pour la première fois dans l'histoire, qui a été déclenchée sur un président élu. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre. C'est quand même étonnant, non? C'est pas la seule chose qui soit étonnante en ce moment, parce que vous dites justement les 12 prochains mois seront passionnants. Passionnants, comme on le disait en Chine quand on disait « May you live in interesting times ». Oui, ça veut dire... qui était une damnation, en fait. Qui était en fait les temps intéressants, c'est là où... Mais par contre, les Chinois disent aussi quelque chose, parce que c'est pas que je sois partisan du président actuel en même temps, mais ils disent qu'une crise et une opportunité, c'est le même signe. Donc, beaucoup d'opportunités à l'horizon. Il y a beaucoup d'opportunités à l'horizon, voilà. Pour quelqu'un qui aime la liberté, il va retrouver sa possibilité de bouger. Deux choses. Alors, parce qu'il y a le concept de liberté, on pourra revenir là-dessus. C'est un mot aujourd'hui qui fait très, très peur. Et aux gens de gauche. Probablement. Alors que c'était, en d'autres temps, ceux qui revendiquaient le plus haut et fort cette liberté. Puis tout à l'heure, vous parliez du peuple. Oui. Lui, il réclame sa liberté à corps et à cri, lui. Alors, pour ceux qui vous connaissent et ceux qui vous découvriraient, il pourrait y avoir ce doute. Mais qu'est-ce que le peuple peut intéresser Charles Gave, qui fume ses gros cigares, qui a fait fortune, qui a fait des millions, qui a été trader, qui a vécu à Londres et à Hong Kong où il a fait de bonnes affaires? Et je ne suis pas ironique. J'imagine la posture mentale de certains qui pourraient juger que pour un homme comme vous, c'est de la posture que de s'intéresser au peuple. Je sais que ce n'est pas le cas, mais vous comprenez la question. Je comprends la question très bien, mais d'abord, la façon dont j'ai fait fortune
et d'une façon assez spéciale. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas dû donner un ordre en bourse depuis plus de 10 ans. Je regarde les marchés, je les analyse, je regarde l'économie, je regarde les relations, j'essaye de comprendre. Et une fois que je les ai comprises, ou je crois que je les ai comprises, à ce moment-là, je vais voir tous les clients que j'ai dans le monde avec Afcal et tout, et je leur explique ce qu'ils devraient faire pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que la plupart des gens dans les marchés financiers s'imaginent qu'il faut trouver le cheval gagnant. En fait, ce n'est pas du tout ça. La peur de perdre, d'ailleurs, est une force plus motrice que l'envie de gagner. Oui, et puis une fois que vous avez perdu, c'est difficile de remonter. Hein. Vous perdez 50%, il faut doubler après, donc c'est drôlement difficile. Donc l'analyse que j'ai tout faite sur les marchés, c'est qu'il faut savoir où vous êtes à peu près certain de perdre. Et là, ne rien avoir. Et diversifier dans tout ce qui reste. Mais en quoi ça nous ramène à cette conscience du peuple que vous avez? Ça me dit que simplement, le système capitaliste est le seul qui réussit à faire sortir le peuple de la misère, à condition qu'on continue à rester capitaliste. C'est-à-dire que le capital aille à ceux qui savent s'en servir et non pas à ceux qui s'en servent pour écrabouiller le peuple. Ce qui est un peu ce que nous vivons, selon vous, et je vous ai plusieurs fois lu là-dessus, depuis une trentaine d'années. Comme une espèce de perversion où on pense vivre dans une économie de marché. Mais pas du tout. Et où, au contraire... On en est complètement sorti. Alors, développer. C'est une raison très simple. Par exemple, vous savez, vous avez le capitalisme, c'est quelque chose de très curieux qui a émergé avec Locke, c'est ce que j'explique dans mon livre, qui était un philosophe de la fin du XVIIe en Angleterre. Et qui s'intéressait beaucoup aux lois aussi. Qui était à l'origine, qui dit, c'est-à-dire ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est une doctrine juridique. Ça n'est pas une doctrine économique. C'est une doctrine comment organiser la société pour éviter que l'État, à qui nous avons donné le monopole de la violence légitime, vous savez, comme disait Weber, pour empêcher que l'État ne nous martyrise. C'est-à-dire comment je me protège contre l'État une fois qu'il a été créé, quoi. Parce qu'il a le pouvoir de me liquider s'il veut. L'État. L'État. Donc la seule façon, c'est l'égalité devant la loi. La loi est la même pour tout le monde. Les jurys populaires pour juger la loi, c'est là où le peuple est utile, en particulier, donc il faut qu'il soit bien éduqué, par exemple. La propriété, parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à vous, vous pouvez vous défendre contre l'État. Si vous recevez des subventions de l'État, il suffit qu'il cesse les subventions et vous disparaissez assez rapidement. Vous dites d'ailleurs des subventions que c'est le meilleur moyen d'imposer la tyrannie. Oui, ça déshonore celui qui la donne et ça déshonore celui qui la reçoit. Et donc vous avez des gens déshonorables des deux côtés. Plus il y a de subventions, plus il y a de gens déshonorés. Il n'y a pas d'exception? Jamais. Si c'est une subvention qui vient de l'argent étatique, jamais. Si vous faites la charité, c'est tout à fait autre chose. Parce que vous le ferez en connaissance de cause. Et vous ne développez pas des administrations qui ne marchent qu'avec les subventions. Regardez par exemple le cas des Noirs américains. D'après Thomas Sowell, ils ne vivaient pas plus mal que d'autres avant pas très bien, mais enfin ils étaient assez libres. Et puis à partir du moment où ils ont reçu les subventions avec la grande société Johnson... 1964, ça a détruit la famille. Et aujourd'hui, il y a 65-70% des naissances dans le monde nord-américain qui sont hors mariage. Ce qui est le plus gros marqueur du crime, c'est l'absence de père à la maison. Quand il n'y a pas de père à la maison, c'est là où vous avez la majorité des criminels. Donc, si vous réussissez, ce qu'il faut, c'est monter un système, c'est ce que disait le grand philosophe de l'égalité de Harvard, comment il s'appelait-il De Harvard? De Harvard, il s'appelait, je retrouvais son nom, et il disait, une société juste, si les gens qui sont à la base, tout en bas, voient leur niveau de vie monter constamment. Et sans exception, tout le monde. Tout le monde. Non, surtout à la base, tous les pauvres. Et si les riches gagnent plein d'argent pendant cette période, ça n'a aucune importance. Mais ce qu'il faut, c'est que le sort des plus défavorisés s'améliore constamment. C'est un peu ce qu'on a eu en 19e. Et puis, mais de maintenant, on a remplacé ça par une société où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ça, c'est complètement inacceptable. Et vous savez que ça mène toujours à des drames sociologiques, économiques, des guerres civiles, etc. Quand vous parliez de guerre civile, il y a un peu de ça, donc. Il y a un peu de ça. Et alors, comment leur organiser ? Ils ont pris, les gens au sommet, après la chute du mur de Berlin, ont pris le contrôle de la monnaie. Et ils ont mis les taux d'intérêt à 0, par exemple. Bon, mais si vous mettez les taux d'intérêt à 0, celui qui a de l'argent, moi j'en ai un peu,
peut emprunter sur les actifs qu'il a, déjà, pour acheter d'autres actifs existants. Et donc, le prix des actifs existants va monter, puisque tout le monde va acheter. Donc, lui, il va s'enrichir. Mais et avec un risque quasi zéro quand on emprunte à 0,3, 4 pour acheter un immeuble à Paris, vous pensez bien que ça va pas. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, moi, à la place de prendre mon argent et d'essayer de faire un nouvel immeuble, je ne le fais pas. J'achète un immeuble existant, c'est beaucoup moins dangereux. Et la banque ne me prêtera que sur une affaire existante. Et donc, il n'y a plus de... Le stock de capital n'augmente plus. Comme le stock de capital n'augmente plus, la productivité baisse et les pauvres s'appauvrissent. Donc, les taux d'intérêt bas, c'est une façon de favoriser les riches et de défavoriser les pauvres. C'est un transfert de richesse. Vous taxez l'épargne, c'est ce que vous faites, vous taxez l'épargne, et en taxant l'épargne, vous détruisez automatiquement du capital futur. Et je ne peux pas croire que des gens comme les gouvernements des banques centrales ne savent pas ce que je dis, ils le savent tous. Alors, quand vous dites « il », excusez-moi de revenir sur l'expression, parce que je ne suis pas très paranoïaque, je ne pense pas que vous le soyez non plus, quoique il y a peut-être Nous avons des ennemis. Hein. Je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai des ennemis, ça je le sais. Même les paranoïaques en ont. Qui sont ces gens qui se retrouveraient derrière le « il » pluriel? Ce sont des gens qui... Est-ce qu'il y a une cabale? C'est une espèce de cabale, mais il y a plus que ça. Je crois que c'est ce qu'avait dit Eisenhower dans son dernier discours. Il avait dit, faites attention à l'émergence d'un groupe... complexe militaro-industriel. Vous savez, l'État profond, etc. Et donc, pour lutter contre l'Union soviétique, vous aviez besoin de gens qui n'étaient pas des bienfaiteurs de l'humanité. Vous savez, c'était des gens qui étaient bien organisés. Bon, la CIA, le FBI, enfin tous ces gens-là. Et puis quand le mur de Berlin est tombé, s'il y avait eu quelqu'un de compétent, il aurait par exemple fait baisser les effectifs militaires aux États-Unis des 2/3 ou des 3/4. Il aurait sans doute annulé le FBI, et puis les États-Unis n'auraient pas été envahir des pays toutes les semaines. Quoi. Et ce que je veux dire, ça serait passé beaucoup mieux. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, il aurait peut-être aboli le CIA plutôt que le FBI. La police fédérale serait restée, j'en suis convaincu. Peut-être. Mais en même temps, maintenant, elle a de tels liens avec l'État profond qu'on ne sait pas s'il faut qu'elle reste. Alors, quand vous parlez de l'État profond, je suis heureux que vous le fassiez. C'est ce groupe. Mais c'est parce que c'est un sujet un peu tabou. Ont toujours l'air d'hurluberlus ceux qui parlent de l'État profond. Et je suis avec vous, il y a des forces agissantes qu'on ne sait pas nommer et qui ont beaucoup de pouvoir. Je vous donne un exemple assez simple. C'est que les États-Unis sont le seul pays au monde où la publicité pharmaceutique est permise à la télévision. Est-ce que vous savez, vous qui êtes un homme du métier, combien la publicité pharmaceutique fait du total des recettes publicitaires des grandes chaînes de télévision? C'est énorme, et particulièrement dans les chaînes d'infos. Oui. À CNN, par exemple, je pense que c'est 70% peut-être de la... Pour les chaînes de télévision dans leur ensemble, c'est 78%. Donc vous avez ces gens qui ont pris le contrôle indirectement de ces chaînes de télévision par l'intermédiaire de la publicité. Et donc, les chaînes de télévision disent ce que disent leurs annonceurs. Vous savez, c'est le truc que Musk a eu la semaine dernière, quand il a dit « Go fuck yourself » à ce brave... il est en train de dire, Bob Iger, le patron de Disney. Il est en train de dire « Musk, ce n'est pas parce que vous me donnez la publicité que vous allez être maître de ce que je vais dire à la télévision. » Ou de ce que je vais laisser dire sur X. Par quelqu'un d'autre. Ouais. Tout le monde peut dire, à condition que ce ne soit pas insultant, que ce ne soit pas contre la loi, etc. Donc on a eu un système où, dans le fond, ce que j'écrivais dans un papier récent, c'est que dans le temps, le meilleur journal du monde, c'était le Times à Londres. Bon, mais le Times à Londres au 19e, il coûtait en abonnement le salaire d'un ouvrier annuel. C'était très, très, très cher. Donc l'information était très valorisée. Très valorisée. Et complètement indépendante, parce que vous dépendiez que de vos lecteurs. Et puis la publicité arrivait, la part des lecteurs dans leur rentabilité a baissé jusqu'à n'être quasiment plus rien. Et aujourd'hui, tout vient de la publicité. Et donc les gens qui payent, celui qui paye est le maître. L'information est inféodée à ces annonceurs. Et l'une des maladies du capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est la tentation de transformer son profit qu'on fait avec risque en une rente.
Et pour transformer votre profit en rente, il faut que vous capturiez l'État de façon à vous garantir ça. Et ça fait 30 ou 40 ans que toutes les grandes sociétés sont en train d'essayer de transformer leur profit en rente. Et on fait main basse sur une partie des leviers de l'État? Par exemple, en désamorçant complètement toutes les poursuites antitrust. Ça fait... Regardez par exemple, le plus belle rente du monde qui existe à l'heure actuelle, c'est Microsoft. Ça fait des années qu'on aurait dû casser Microsoft. Et pourtant, vogue de navire. Et pourtant, et sans parler d'Amazon, et sans parler de Google, tout ça sont des espèces de monopoles de fait. Oui, d'ailleurs, on est très loin de l'esprit du marché. Mais complètement, il n'y a plus de marché. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'offrir même un produit meilleur compte tenu de ce qu'ils ne font aucun espace à toute forme de compétition. Bien pire que ça, c'est qu'il y a une grande société qui est la plus grande dans tout ce qui est imagerie, vous savez, pour retoucher vos photos, etc. Bon. Il y avait une petite société qui commençait à lui tailler des croupières. La grosse société l'a racheté à 50 fois ses ventes. Personne ne refuse. Personne ne refuse et l'a fermé. Étouffer la compétition. Donc un meilleur produit dans un marché qui est parfaitement un marché l'emporte toujours. L'emporte toujours. Mais si vous l'achetez et vous le fermez, vous vous assurez un monopole. C'est de la médiocrité. C'est une montée vers la médiocrité. Et vous savez que dans une société avec des sociétés monopolistiques, l'emploi est beaucoup plus bas que s'il y avait une société concurrentielle. Alors, je reviens à l'état profond parce que... C'est une question importante parce que est-ce qu'il existe ou pas? Et la réponse est oui. Alors, vous dites justement dans ce papier que je citais tout à l'heure, l'état profond est sur le pied de guerre. Il va jouer son va-tout dans les 6 prochains mois de 2024 aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Alors ça, j'ai un associé que j'aime beaucoup qui s'appelle Anatole Kaletsky, qui est un très grand journaliste britannique. Vous savez, lui, il a été à Cambridge, bref, mathématicien, économiste. Il ne fait pas partie de ceux que M. Taleb appelle les educated and yet... idiots. Non, il est educated et très très malin. Et il est de gauche. Bon, ce qui me gêne en rien. Mais moi, j'essaye beaucoup de travailler avec des outils quantitatifs pour vérifier mes hypothèses, voir quand elles se passent, etc. Lui, il est beaucoup plus intuitif que moi. Il a une énorme connaissance des marchés. Il a été le rédacteur en chef économique du Times. Vous savez, ça a été quand même une très, très grande vedette à Londres. Et il y a à peu près un an et demi, il a dit, bon, nous allons arriver dans une période où la Fed resserrait. Vous savez, la Fed était en train de serrer. Elle a dit, on va arriver à peu près dans un an ou dans un an et demi à un moment où il va y avoir une contradiction entre la Fed qui serre et l'état profond. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais la réalité, c'est qu'il ne pourrait plus financer l'état profond. Voilà. Et il a donc dit, à ce moment-là, la Fed va devoir choisir. C'est la vieille plaisanterie de Yogi Berra. Si vous arrivez à un embranchement, vous le prenez. C'est ce qui m'a toujours fait rigoler. Je trouve ça génial. C'est implacable. C'est implacable. Donc, on arrive à un embranchement. Et l'embranchement, ça va être soit de tuer l'inflation et tuer l'état profond, enfin de réduire les dépenses de l'État massivement, soit d'arrêter de monter les taux et de faire un virage à 180 degrés et dire je vais recommencer à financer. Ce que semble annoncer M. Powell, d'ailleurs. C'est ce qu'il a annoncé la semaine dernière. On a l'impression qu'après avoir été inflexible dans leur volonté, alors ça a été brutal, hein, la montée des taux. La montée des taux, mais il nous avait dit en aucun cas, 2 jours avant, on disait en aucun cas je baisserai les taux, et puis maintenant il dit je vais sans doute les baisser 2 ou 3 fois l'année prochaine. Ce qui veut dire quoi? C'est que aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le déficit budgétaire doit être de, je ne sais plus combien, 349 milliards de dollars en un mois. On était à micro fermé, donc novembre 2023, 349 milliards de dollars, une augmentation, je pense, de 26 % du déficit de novembre à novembre, donc novembre 22. Alors même que les recettes ont augmenté de 9 %. Donc, on augmente les recettes, mais malgré tout, on n'arrive pas à boucler le budget. Mais les dépenses ont augmenté de 25, c'est-à-dire que c'est de la folie. Enfin, aujourd'hui, le déficit budgétaire va atteindre 2000 milliards de dollars, ce qui est complètement... Est-ce que c'est tenable? Ben non, sauf si c'est financé par la Banque centrale. Et alors maintenant, replaçons-nous dans un monde politique. Je pense que tout le monde a compris que la lutte est entre Trump et l'État profond. Quelque part.
En tout cas, c'est le candidat qui se présente. Il faut nettoyer le marigot à Washington. Mais il avait dit la même chose en 2016. Oui, mais il n'a jamais pu gouverner. Drain the swamp. Mais il n'a jamais pu gouverner. Assécher le marais. Les 2 premières années, il s'est bagarré contre le truc russe qui était faux. Puis ensuite, ensuite, on lui a enlevé le pouvoir. 4 mois avant qu'il cesse d'être président, je crois qu'il avait donné l'ordre aux troupes américaines de quitter la Syrie. Le Pentagone a refusé. Le commander-in-chief qui dit « Bon, mais on s'en va les gars parce qu'on n'a rien à foutre dans ce pays. » Refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer dans l'armée. Ça vous dire à quel point il y a des gens qui considéraient que Trump était un président illégitime puisqu'il ne faisait pas partie de ce monde. Et donc aujourd'hui, on a cette bagarre qui arrive. Vous êtes surpris qu'il soit encore vivant, vous? Oui. Mais je crois qu'ils ont quand même du mal parce qu'après avoir liquidé les 2 Kennedy et puis les Martin Luther King, et du coup, ça fait beaucoup de gens, quoi. C'est un peu... Donc, cette classe n'hésite pas à tuer, mais c'est moins difficile de tuer à l'étranger. Aux États-Unis, aujourd'hui, ça devient un petit peu visible. Donc, imaginons que cette hypothèse soit la bonne. Vous êtes dans leur peau. Vous savez que si Trump est élu, vous risquez bien de vous retrouver en tôle, compte tenu de toutes les saloperies que vous avez fait. À ce moment-là, vous en avez rien à foutre que le dollar saute, rien à foutre que le marché obligataire saute. C'est une affaire de survie pour certains? C'est une affaire de survie pour eux. Mais on dit la même chose de Vladimir Poutine. Vous savez, Sauf que c'est faux. On dit, si Poutine, par exemple, devait ne pas l'emporter en Ukraine... Ben, il va l'emporter en Ukraine. Je suis un peu d'accord avec vous pour l'avoir écrit. Enfin, je ne sais pas s'il va l'emporter, mais je pense qu'il ne perdra pas. Ben voilà, c'est ce qui compte. Hein. Donc, je suis d'avis qu'il ne perdra pas. Oui. Mais donc, j'étais, moi, avec André Markovitch, un grand traducteur de Dostoïevski, qui est né d'une mère russe, qui a évidemment, subjectivement, sa vision du monde, et qui dit c'est un chef de mafia, il faut l'humilier, et il joue sa vie. Je reviens à ce que vous me disiez de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est ce que nous dit l'état profond sur Poutine, oui. Mais en général, les gens décrivent toujours ce qu'ils sont eux. Expliquez. Donc, c'est de la projection? Non, mais c'est simplement la plupart des gens. Comme aujourd'hui, je pense que les gens qui gouvernent aux États-Unis n'hésitent pas devant le crime. Ils pensent que les autres chefs d'État n'hésitent pas devant le crime non plus. Et c'est le message qu'ils ont fait passer dans tous les médias. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je vous donnerai l'impression peut-être de passer du coq à l'âne, mais c'est lié. C'est lié. Parce que je vous écoute, c'est un peu bluffant. C'est le genre de conversation qu'on n'a pas souvent, en tout cas certainement dans l'espace mainstream, sur ce qui anime les gens qui sont au pouvoir. Avec Alain Juillet, que vous connaissez peut-être, oui. Ancien patron des services secrets ici. J'avais cette réflexion, puis c'est vrai aussi avec Frédéric Lenoir, on parlait de grands scientifiques qui se permettent de dire ce qu'ils pensent vraiment, y compris de la science, mais très tardivement dans leur vie, quand ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils savent que, c'est joué, que leur carrière à l'université n'est plus à risque. Et j'avais cette réflexion avec Juillet, qui a pris des risques en parlant, par exemple, de ces phénomènes inexpliqués. Je parle non pas d'ovnis, mais maintenant d'objets. D'objets volants. Oui, c'est même pas des ovnis. En fait, on a changé de vocable. Mais donc, c'est un vrai risque pour un homme crédible alors que le Pentagone en parle ouvertement. C'est ce que dit Tucker Carlson aussi. C'est ce que dit Tucker Carlson, qui passe pour certains comme illuminé. Alors, je vous repose maintenant la question. Faut-il avoir 82 ans, être indépendant de fortune et avoir vu beaucoup de choses pour se permettre de nommer, comme vous le faites, les choses? Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit les choses telles que je les voyais. Et c'est bien pour ça, si vous voulez, d'après ce que les gens me disent, je ne peux pas me juger moi-même, mais je crois que j'ai cette capacité assez rare à voir que l'empereur est nu, n'a pas d'habit, si vous voulez, qu'il est à poil, quoi. Et dans les marchés financiers, c'est quelque chose de très utile, parce que vous pouvez dire, mais... Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne marche pas du tout. Et ce que je donne souvent comme exemple aux jeunes avec qui je travaille, c'est que je leur dis, écoutez, vous marchez dans la forêt, il y a des bruits, il y a les cerfs qui brament, enfin tout va bien, quoi. Et puis vous continuez à marcher, d'un seul coup, il y a un grand silence qui tombe. Attention, danger. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous faites aussi bien de vous carapater à toute allure. Et ce que je veux dire, c'est que depuis 2-3 ans, j'ai dit attention aux ans, il y a un grand silence qui est en train de tomber.
il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde qui n'est pas de nature démocratique. On est en train d'essayer de nous étouffer. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas sûr que je le comprenne, mais je sais qu'il y a le silence dans la forêt, si vous voyez ce que je veux dire. La jungle s'est tue. La jungle s'est tue. D'un seul coup, il n'y a plus un bruit. Et je me dis, mais 20 Dieu, il doit y avoir un gros carnassier qui se balade par là. je préférerais pas être celui qui va bouffer. Vous avez peur, vous? Non, je ne suis pas d'une nature, j'ai pas peur. Non. Alors, je reformule, vous êtes inquiet. Parce que, alors, nous étions Ce qui m'inquiète, ce serait de ne pas comprendre. J'avais avec moi à l'émission un prévisionniste que vous connaissez, François Trahan, qui, dans le passé, a souvent vu juste, mais qui annonce depuis quand même déjà un certain temps un gros grain, là, du vent. Oui. Et il dit, ça sera peut-être le plus gros événement économique de ma carrière. Il a 55 ans, donc c'est pas banal. Vous doublez le diagnostic, je pense, d'un constat aussi de crise sociale et démocratique. Oui, social-démocratique, mais je crois là où j'ai une divergence avec la plupart des gens, c'est que je leur dis, c'est une idée d'Elon Musk, mais qui est brillante, il dit, la monnaie, c'est l'operating system du système capitaliste qui est en dessous. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, tout à fait. C'est une belle image. C'est une très belle image. Et je crois que ces gens, pour accomplir leur forfait, ils ont pris le contrôle de la monnaie. Et donc, cette crise va se passer dans le domaine de la monnaie. Et les valeurs qui sont cotées dans le domaine de la monnaie, c'est la monnaie elle-même, le taux de change, et les marchés obligataires. Mais ce n'est pas les actions, ce n'est pas l'or. Donc on peut avoir un phénomène très curieux qu'on a eu par exemple en Turquie depuis 4-5 ans. Erdogan a fait sauter la monnaie pour être élu, etc. Et le marché turc des actions est passé au travers du toit. Donc ce que je dis aux gens, c'est les actions vont passer au travers du toit, et les obligations vont s'écrouler. Et la monnaie va s'écrouler. Ce qui est un message un peu paradoxal, mais je crois que c'est vers ça qu'on se dirige. Et c'est pour ça que la plupart des gens... J'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours d'un de mes amis qui est un prélat de l'Église catholique, qui vit au Canada d'ailleurs. Il me disait, Charles, j'ai suivi tes conseils et mon portefeuille est en hausse de 28%. Je lui ai dit, alors, pourquoi tu m'appelles? Il m'a dit, tu comprends pas, c'est que je me fais un souci noir parce que tout va mal et mon portefeuille monte. Et je lui ai dit, c'est normal, parce que c'est la seule valeur qui te restera. Si tu achètes de l'immobilier, tu risques de tout perdre. Si tu achètes des obligations, tu vas tout perdre. Si tu as ton argent en cash dans ta banque, tu vas tout perdre. Mais si tu achètes des airs liquides, ça vaudra toujours quelque chose dans 40 ans. De véritables actifs. De véritables actifs, qui n'ont rien à voir avec ce monde mythique du operating system dans la monnaie. On se sert de ce système pour donner un prix à ces actifs en dessous, mais ils ont une valeur même s'il n'y a pas d'operating system. Parce qu'ils continueront à produire des biens qui seront consommés. Utiles, et non pas des espèces de trucs, des produits dérivés cotés à Londres auxquels personne ne comprend rien. Donc, là où le cancer la maladie risque d'être mortelle, c'est dans les operating systems. Alors, depuis 30 ou 40 ans, des gens qui ont annoncé l'effondrement du dollar américain, j'ai dû en voir, en entendre et en lire des centaines. Vous en connaissez certainement qui se sont aussi brûlés les doigts en shortant le dollar américain. C'est comme de shorter le marché obligataire japonais. On appelait ça les widow makers. Ça faisait des veuves. Ça faisait des veuves. Alors donc, moi pas. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on arrive à un système de dette aujourd'hui où le service de la dette, je vous donne un exemple, est insoutenable. Aujourd'hui, vous prenez le budget américain, vous avez 3 grandes machines à perdre de l'argent, qui sont la défense, le service de la dette et la sécurité sociale. D'ailleurs, le service de la dette, si je ne me trompe pas, pour la première fois, dépasse les dépenses militaires. Dépasse les dépenses militaires. C'est 1200 milliards de dollars aujourd'hui, quelque chose comme ça. Absolument 1200, 1000 milliards. Enfin, le trillion, ça devient tellement gros que je ne sais même plus combien c'est. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 1200 milliards. Oui, on est passé de billion à trillion. Personne ne nous a dit, d'un seul coup. Aucun excès de vitesse. Non, personne n'a rien dit. D'un seul coup, on s'est mis à compter en trillions. Mais attendez une seconde, moi je ne sais même pas combien c'est des trillions. Il y a un nombre de zéros pas possible, quoi. Donc, il y a ça. Et on va vers un blocage du système parce qu'avec un déficit de 2000 milliards par an et les taux d'intérêt à 3, 4, 5%, de plus en plus ira au service de la dette et de moins en moins aux deux autres. Et donc, c'est pour ça que la Fed va être obligée de baisser les taux.
pour que ça puisse continuer encore quelques mois de plus, jusqu'à l'élection. En fait, j'étais de ceux qui pensaient qu'il était impossible que les banques centrales au Canada, aux États-Unis et même en Europe puissent vraiment augmenter substantiellement les taux compte tenu de ce que nous avions dépensé dans les 10 dernières années. Depuis la crise des subprimes, je me disais, alors, pour faire simple, j'avais une hypothèque à taux variable me disant jamais ils vont défoncer les 3 parce que c'est pas possible, c'est insoutenable. Alors, j'ai eu tort. J'ai eu tort, puisqu'on est à 6-7 de taux hypothécaire. Aujourd'hui, vous pensez que la pression va ramener, j'ai pas envie de dire à la raison, mais... Ils vont pas, c'est pas la raison. Ils vont essayer de baisser les taux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous êtes à un plus bas historique sur le taux de chômage. Si vous baissez les taux d'intérêt quand il y a plein d'emplois, l'inflation repart à toute allure. Donc, On est guetté par l'inflation? Évidemment, dès que ça va repartir, dès que la demande va repartir, oui, bien sûr, c'est exactement comme dans les années 70. Volcker, quand il est arrivé, ce qu'on oublie souvent, il a monté les taux, il a fait une crise du crédit, le marché s'est écroulé, immédiatement arraché, il a baissé les taux, et l'inflation est passée de 5 à 12 en quelques mois. Et donc, vous risquez d'avoir une pétée d'inflation, et à ce moment-là, ils sont cuits. Mais ils espèrent que ça se passera après l'élection. Ils sont où nous sommes cuits? Nous sommes cuits, mais eux, ils perdront leur levier sur le pouvoir. Puisque leur levier sur le pouvoir qu'ils exercent ne s'exerce que dans le operating system. Il n'est pas tellement dans l'économie réelle. Alors, si je vous entends bien, Charles Gave, le pari, c'est d'acheter dans une fenêtre courte du temps et de l'espoir pour être capable de reporter au pouvoir, pardonnez l'expression un peu lourdote, là, mais l'état profond. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui ont des intérêts communs. Oui. Et baisser les taux d'intérêt en ce moment, quel que soit le prix à moyen terme, est pas tellement important au vu de l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dis à tous ceux qui veulent bien m'écouter, écoutez, oui, vous pouvez vous amuser à continuer à jouer dans nos marchés entre les actions et les obligations, mais en tout cas, les obligations, il ne faut pas y toucher. Vous pouvez avoir de l'or si ça vous fait plaisir, très bien. Mais en fait, quand je vois le reste du monde... Quand vous parlez d'obligations, vous parlez long terme, 10 et 30 ans. D'ici 10 à 30 ans, c'est ça, des obligations longues. Mais les autres, c'est comme du cash et vous ne voulez pas avoir du cash non plus. Donc, il faut avoir ni cash ni obligation. Parce que le cash pourrait ne rien valoir ou beaucoup moins. C'est pas difficile. Vous prenez la Turquie, là, ils ont eu 5 ans d'hyperinflation. Les actions sont montées de 50% en termes réels. Et les obligations et le cash ont baissé de 97%. Et c'est un peu le scénario que vous entrevoyez? Oui. Y compris pour une économie aussi forte et mature que celle des États-Unis? Je vois pas. Vous savez, pour moi, il n'y a pas d'économie. Il y a une bonne monnaie ou une mauvaise monnaie. Le reste, c'est de la littérature. Et c'est une mauvaise monnaie. Et c'est devenu une mauvaise monnaie, oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe en plus, c'est comme ils ont perdu la bataille avec les BRICS, avec la Russie et avec la Chine, aujourd'hui, on n'a plus besoin du dollar pour acheter du pétrole. C'est-à-dire que toutes ces réserves de change en dollars qu'on avait constituées depuis 50 ans pour être certain d'acheter du pétrole, dans les banques centrales, 1000 milliards de dollars au Japon, par exemple, elles ne servent plus à rien, puisque vous pouvez acheter votre pétrole en yens si vous voulez. Donc, vous allez avoir un reflux de ces dollars qui ne servent à rien, qui étaient parqués dans les banques centrales pour acheter de l'énergie. Et donc, d'un seul coup, qu'est-ce que j'allais dire, pire que le yen, du point de vue des Américains, c'est les Chinois avec le renminbi. Ils le payent maintenant leur pétrole en yuan. Ouais. Ils ont signé tous leurs contrats avec l'Arabie saoudite. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce que les gens ne voient pas, j'ai écrit pas mal de papiers là-dessus, j'ai dit, quand la Russie, on l'a bloqué de vendre leurs hydrocarbures aux Européens, ils ont été les vendre aux Chinois. Et tout le monde a dit, regardez, ils deviennent une colonie de la Chine. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils étaient en train d'ouvrir des lignes de communication monstrueuses vers l'Inde. Vous avez 4 ou 5 immenses travaux, des espèces de couloirs qui descendent de la Russie, de l'Asie au-dessus de l'Himalaya, de la Russie vers l'Inde, ce qui fait que maintenant, pour la première fois dans son histoire, l'Inde va avoir toutes ces matières premières qu'elle paiera dans sa monnaie sans passer par la mer. C'est-à-dire plus de contrôle de la marine américaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir un boom de l'océan Indien comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Donc plutôt que de vous emmerder à jouer ce qui va se passer de mal aux États-Unis, vous achetez des sociétés qui travaillent en Inde ou qui vendent à l'Inde, je sais pas,
Je sais pas, vous pouvez acheter des... Moi, personnellement, ça fait des années que je parle d'Air Liquide, vous savez, où je parle de Schneider, qui fait du petit électrique et tout. Ils sont les 2 premiers au monde. Vous achetez ce genre de truc et vous ne vous posez pas de questions sur ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, l'Europe, ça devient une non-histoire. C'est marrant parce que vous avez probablement lu le passionnant livre de Peter Zeihan, The End of the World is Just the Beginning. Exactement, c'est ce qu'on dit. Mais il dit aussi les États-Unis sont pour plein de raisons assez blindés, c'est-à-dire qu'ils ont les ressources, ils ont la masse critique, ils ont les bassins hydrographiques, ils ont tout ce qu'il faut pour tirer leur épingle du jeu dans un monde chaotique. Mais pas l'Europe. Mais pas l'Europe. Nous, si vous voulez, on n'a pas de matière première. Nous, en Europe, on va se retrouver avec l'énergie la plus chère du monde, le travail le plus cher du monde. Par exemple, la France a un PIB qui est 1% du PIB mondial et 9% des dépenses sociales du monde. 9% des dépenses sociales du monde. Oui. Et donc, vous vous dites, ça, c'est un peu difficile, quoi. Et donc, l'Allemagne va sauter, puisqu'elle a toute son industrie qui est là-bas. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais 40% des dépenses énergétiques en Allemagne sont assurées par le charbon. Ah, je le sais. Et au nom de la vertu. Les Allemands, ils sont toujours d'accord. Ils tuent les autres, mais de façon vertueuse. Oui, ça, c'est... C'était au nom de la transition écologique. Ils ont fermé les centrales nucléaires et puis aujourd'hui se chauffent au charbon. Aujourd'hui, se chauffent au charbon. Donc on voit bien ça. D'ici quelques temps, ils feront leur voiture. Et quand le vent... Ils feront leur voiture, aller jusqu'au bout. Ils feront leur voiture avec du charbon aussi. Ouais. À condition que là, on demande encore des voitures, puisque maintenant, on ne demande que des voitures électriques. Toutes les batteries sont faites en Chine ou au Japon. Donc c'est autre chose, ça. C'est encore... les Allemands viennent se tirer une balle dans le pied de façon ou dans la tête. Si... on est à même de constater ce qui, effectivement, est assez évident. C'est pas terriblement... J'ai pas fait une prévision pour l'instant. Comment expliquez-vous ou la complicité ou l'absence de lucidité de tous ceux qui sont à la barre de nos grandes économies? Si vous voulez, vous avez 2 explications. Les mesures prises par l'Europe semblent avoir un but... c'est de suivre la politique préconisée par les États-Unis. C'est pas tout à fait nouveau, d'ailleurs. Ce projet des États-Unis d'Europe, ça s'est inventé... C'est ce que disait Brzezinski, qui était le penseur du Parti démocrate, un peu l'équivalent du Kissinger pour les Républicains. Brzezinski disait que le but des États-Unis, c'était toujours de maintenir l'Allemagne dans un état de servitude et la Russie dans un état de décrépitude. Et Jean Monnet, il a fait que ça. Grand patriote devant l'éternel. Non, il n'était pas patriote du tout. Il détestait la patrie. Il n'y avait rien qui l'énervait plus. Mais il était par contre parfaitement vendu aux Américains. Donc ça, c'était... vous aviez 2 courants en Europe. Le courant de l'Église catholique, mettons, c'était la subsidiarité. Chacun fait ce qu'il veut et puis on voit ce qui marche. Quoi. Puis on adopte le truc des autres. C'était l'histoire de l'Église catholique depuis 20 siècles. Et puis vous avez le courant de faire de l'Europe, pas une Europe liberté, mais une Europe puissance. C'est le rêve de l'Empire romain, vous savez, c'est de recréer l'Empire romain. Et sous l'impulsion de Jean Monnet, quand l'Allemagne s'est réunie, les technocrates français ont eu tellement peur qu'ils sont décidés qu'on va se vendre aux Américains pour empêcher l'Allemagne de devenir... l'hyperpuissance qu'elle aurait pu devenir. Surtout si elle s'alliait avec la Russie. Et pour ça, il fallait... Mais on a bien saboté ça. Oui, mais on a bien saboté. La façon dont on l'a saboté, c'est qu'on a tué la Bundesbank. Parce que c'était la Bundesbank qui empêchait les Européens de faire des bêtises monétaires, les Américains de faire des bêtises monétaires. Mais à partir du moment où vous créez la BCE, vous tuez la Bundesbank et on peut faire n'importe quoi. La Banque centrale allemande, à l'époque où les Allemands, comme les Européens, étaient souverains de leurs frontières et de leur monnaie. Et donc, pour réussir à faire sauter l'Europe et faire sauter l'Allemagne, il fallait tuer la Bundesbank, ce qui a été fait grâce à l'euro et à l'inspection des finances en France. Tout le monde croit que l'euro, c'était une façon de créer un État européen. Ça n'en avait rien à foutre. C'est pas ça. C'était pour tuer la Bundesbank. Je vous ai demandé il n'y a pas très longtemps si vous étiez inquiet, plutôt que... Parce que j'ai commencé par parler de peur, mais inquiet de cette crise à l'horizon qui sera certainement différente de celle qu'on a récemment vécue. Parce que ça ne sera pas qu'une crise financière. Non. Ce que je dis aux gens, c'est un peu une plaisanterie, mais vous vous endormez en 1780, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé. Vous endormez en 1880, vous vous réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Vous endormez en 1980, vous vous réveillez en 2030, vous ne comprendrez rien.
les institutions humaines ont à peu près 70 ans. Le vainqueur établit des institutions après une grande guerre. Elles tiennent 70 ans, et puis elles sont tellement lourdes et tout ça que ça pète, et c'est une période de... Il y a un lien entre ce que vous dites et les cycles de vie, c'est-à-dire notre capacité à oublier parce qu'on n'a pas vécu quelque chose, 70 ans. C'est ce que dit mon fils. Il dit on ne fait jamais l'erreur de son père parce qu'on en a entendu parler. On fait toujours l'erreur de son grand-père parce qu'on n'était pas là pour vous en parler. C'est pas faux. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça. Donc, on a essayé de faire une espèce de gros gloubi-boulga. On a dit, bon, le diagnostic, c'est en 1945, c'est de la faute des nations. C'est les gens les Allemands et les Français qui se mettaient sur la guerre, donc on va arrêter les nations et on va faire un gros gloubi-boulga, il n'y aura plus de guerre. Mais comme disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire et la guerre, elle revient toujours. Et donc, ce que je dis aux petits jeunes qui viennent me voir, ils me disent quelle école de commerce je leur devrais faire. Je leur dis l'école de commerce, je ne suis pas sûr, mais tu devrais peut-être faire Saint-Cyr. École militaire. École militaire, c'est peut-être plus malin. Tu seras plus utile qu'à te faire tourner des tableaux Excel à Londres pour gagner un demi-point, quoi. Évidemment, il faut avoir 82 ans pour rire de ça, parce que j'imagine que si moi j'avais 20 ans, je serais à vous écouter un peu terrorisé, quoi. Mais non, pas terrorisé, parce que vous allez redevenir libre. Alors, c'était le maître mot du départ de notre conversation il y a très longtemps. Vous allez redevenir libre. Expliquez-moi. C'est-à-dire que tous ces gens, quel a été leur but ? Finalement encore réfléchi, c'est d'arriver, mettons, à un gouvernement mondial dont ils seraient les éminents représentants. Mais pour que ça marche, il faut qu'ils aient personne en face d'eux. Donc il faut qu'ils détruisent tous les corps intermédiaires, les nations, les clubs de football, les amicales, pour n'avoir que des individus paumés en face d'eux. Atomisés. Ce qui suppose de détruire toutes les nations. C'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Ils ont même réussi de façon assez extraordinaire à détruire la cellule de base, c'est la famille. C'est à partir de là que tout se construisait toujours chez nous. Donc ils ont réussi à détruire la famille. Bon, maintenant ils se retrouvent quelque part. Mais à partir du moment où on n'aura plus ce monstre qui nous nourrit de subventions, qui nous pique de l'argent en nous expliquant qu'il veut notre bien, et puis il nous nourrit avec ça. Donc on va se retrouver comme à la chute de l'Union soviétique. On va en prendre plein la gueule, mais on sera libre et donc digne. Ce que j'essaye de dire, c'est que une vie d'esclave, c'est pas une vie. Ce qu'il faut, c'est une vie d'homme libre. Plusieurs de ceux qui nous écoutent diront « Ouais, mais cette vie d'esclave, elle ne me déplaît pas. » C'est peut-être le soma d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Peut-être qu'on est tous un peu drogués. On prend une petite pilule bleue, oui. Oui, je plaisante, mais... Non, mais... vous savez, moi, je suis un grand lecteur de bande dessinée. Il y avait Astérix. Il y avait... les Gaulois se mettaient à faire... des menhirs, vous savez, puis et allaient vendre sur les marchés des menhirs. Et puis, il y avait des fabricants industriels de menhirs en Italie, là, qui gueulaient parce qu'on venait leur voler leur pain, vous voyez, c'est tout, enfin, le truc habituel. Et puis, ils se mettent en grève, et là, il y a leur propriétaire qui dit « Mais vous êtes esclave ?» Il dit « Mais oui, mais la seule chose qu'on ait, c'est le travail, quoi. » Mais il y a des gens, c'est la Boétie qui avait écrit un texte sublime sur, dans le fond, comme c'est bien d'être esclave, quoi. C'est notre servitude volontaire. Notre servitude volontaire. On se sent bien, on est tranquille. On vous dit ce qu'il faut faire, vous n'avez pas à vous casser la tête. Alors, je vous disais, le maître mot de la conversation au départ, liberté. Un mot qui est bien malmené et au-delà du mot, ce qu'il incarne. Oui. Et ben, la liberté, la plus belle définition que j'en ai vue, j'ai beaucoup cherché, c'est la définition de Jean-Paul II dans Centesimus Annus, qui était une réflexion qu'il faisait sur l'encyclique de Léon XIII, De Rerum Novarum, là, qui était des choses nouvelles. Et Jean-Paul II disait « La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. » Donc il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de vouloir et de devoir. Et donc, le jour où l'Occident retrouvera la notion de devoir, il redeviendra grand. Pouvoir et vouloir, c'est des fadaises. C'est pas parce que vous voulez que vous allez... Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une vie, ça va être orienté par la conjonction entre ces trois forces. Et en tout cas, c'est ça qui faisait l'Occident chrétien, si j'ose dire. Et aujourd'hui, on a complètement oblitéré cette histoire de devoir. Par la subvention, par... Mais ça nous ramène, là aussi, à un des thèmes sous-jacents de cette conversation, qui est la notion de l'état de droit. Battu en brèche, et
j'ai la certitude que vous êtes davantage préoccupé par cet état de droit qui est battu en brèche que le dysfonctionnement des marchés financiers, par exemple. Le marché financier, c'est une conséquence. Et de toute façon, on s'en sort toujours avec les marchés financiers. Alors, l'état de droit, c'est une notion qui est extraordinairement... il ne peut pas y avoir un état de droit international. Le droit, la loi, ça n'existe qu'à l'échelle de l'État. Enfin, d'une nation. Mm-hmm. On ne peut pas délocaliser. Non, il n'y a pas de droit international, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'armée internationale pour renforcer ce droit-là. Il n'y a pas de police internationale pour renforcer ce droit-là. Donc en fait, l'état de droit, comme le dit fort bien d'ailleurs Poutine, c'est simplement un truc que les Occidentaux décident, que les autres doivent suivre, mais pas vraiment eux, quoi. Parce que je ne sais pas si vous en remarquez, les gens gueulaient comme un des ânes, à juste titre, quand la Russie envahit l'Ukraine, mais les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont bombardé la Serbie, ils avaient attaqué le Vietnam avec l'histoire des fausses vedettes au Tonkin, etc. Et personne n'a jamais rien dit aux États-Unis. D'ailleurs, ils sont favorables à l'idée de poursuivre devant le tribunal international Poutine, mais eux-mêmes ne sont pas signataires de l'entente. De l'entente, ce qui est vraiment extraordinaire. Donc, si vous voulez, le droit international, c'est un machin que met le puissant pour expliquer à ceux qui ne le sont pas que s'ils font quelque chose qui ne plaît pas aux puissants, ils vont en prendre plein la tête. Donc, c'est pas du droit. C'est une grosse massue, quoi. Donc, un État de droit, un État ne peut exister. La loi ne peut être pour tous la même que pour les citoyens d'un même pays. Donc, l'État de droit, c'est une foutaise. Par contre, l'égalité de tous devant la loi, c'est une réalité qui doit exister dans chaque pays. Et aujourd'hui, elle a disparu, puisqu'il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Comme on l'a bien vu au moment par exemple... Boris Johnson serait un bon exemple. Boris Johnson, ça a été une des grandes déceptions de ma vie, parce que je croyais qu'il était... qui partageait un certain nombre d'idées que j'avais. Puis dès ou de valeurs. Ou de valeurs. Oui, c'est très différent. Oui, parce que moi, des idées, je connais plein de gens qui en ont, qui incarnent ces idées dans des valeurs, c'est autre chose. C'est autre chose. Et qui vivent en fonction de ça. Puis je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. C'était un gros plaisantin. C'était un comédien, si vous voulez, qui agissait pour faire croire à des gens comme moi qu'il avait ses valeurs. Mais en fait, il n'en avait rien à foutre. Ce qui comptait, c'était... On peut demander aux autres de s'isoler, de s'enfermer chez eux pendant la COVID, mais pas lui. Pas lui, parce que lui, il est d'une nature... C'est toute la classe qui nous dirige, si vous voulez. Ils font peser lourdement des lois sur les petits gens qui ont intérêt à obéir, mais eux, ils s'en écartent. Raoult, il a une expression que j'aime beaucoup. Il dit « Les sociétés humaines peuvent être organisées selon 2 critères. La compétence ou l'obéissance. » Et il dit il y a toujours les deux présents dans n'importe quelle société. Et les sociétés fondées sur l'obéissance, les groupes fondés sur l'obéissance, donc une idée, c'est de détruire celles fondées sur la compétence, parce que ça les fait brère. Quelles sont les sociétés aujourd'hui fondées sur la compétence, selon vous? C'était justement les hôpitaux, les universités, puis tout ça, on les a remplacés lentement par des obéissants. Et ça revient dans cette atomisation, parce que c'était des points de résistance contre cette espèce d'État central, mondial, etc. Donc vous devez d'abord détruire tous ceux sur lesquels le peuple, pour aller voir, dit c'est vrai ce qu'il nous raconte? Mais dans cette logique, quand vous dites, par exemple, que les juges, à bien des égards, ont remplacé les politiques dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on est dans des... Non, les politiques s'appuient sur les juges pour rendre des jugements qui justifient l'action des politiques. C'est pas la même chose. Ça devient un rouage important, en tout cas, d'une mécanique un peu viciée. Absolument, d'une mécanique complètement viciée. C'est-à-dire qu'autrefois, nous aurions été protégés, par exemple, par le Conseil d'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes nos libertés fondamentales ont été abolies pendant cette crise. Liberté religieuse, liberté de réunion, liberté de manifestation, on avait le droit de rien faire. On devait rester chez soi et la fermer. Logiquement, le Conseil d'État aurait dû dire il n'en est pas question. Mais l'urgence médicale a fait que si, il en était question, ils nous ont enfermés. Et en plus, aujourd'hui, le Conseil d'État est devenu une partie prenante de cet appareil d'État. Alors qu'autrefois, c'était celui qui était chargé de nous protéger contre les excès de l'État. Mais c'est plus du tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, le Conseil d'État a complètement trahi son rôle. Et sans parler du conseil constitutionnel, ça c'est autre chose. Vous avez des enfants? Je vous pose la question, donc la même que tout à l'heure. Vous n'avez pas peur, vous êtes peut-être un peu inquiet, mais vous êtes inquiet pour eux? Pour ceux qui vous suivent ou vos petits-enfants? Non, je ne suis pas du tout inquiet parce que chacun de mes enfants, d'une façon ou d'une autre, a absorbé cette espèce de... qui n'existe pas de message que mon épouse et moi, on a essayé de la faire passer. Il n'existe pas de morale collective, il n'existe de morale qu'individuelle.
Donc, je leur dis toujours, si quelqu'un tu dis tu dois faire ça parce que c'est moral, tu l'envoies une grande claque dans la gueule et tu passes à autre chose. Dans la religion chrétienne, il ne peut y avoir qu'une responsabilité individuelle. Dieu ne sait compter jusqu'à 1. Ça paraît curieux, mais il ne s'intéresse pas aux syndicats, à la nation et tout, il s'intéresse à vous personnellement. Et il cherche à vous. Et donc, il n'est pas... Je vous dirais que si j'avais été ouvrier chez Renault en 1960, j'aurais peut-être un peu oublié Dieu et je me serais soucié de ce que je peux négocier plus efficacement mes conditions de travail quand je suis avec d'autres camarades. Oui, mais c'est très bien. Vous auriez peut-être négocié, ou obtenu des choses que vous méritiez ou pas. Mais d'abord, c'est une façon de penser que la hiérarchie serait incapable de reconnaître votre travail si vous le faisiez mieux que les autres. Donc, Donc, on lamine. Donc, on lamine. Et regardez, par exemple, il existe des syndicats en Suisse, il existe des hommes politiques en Suisse, mais donnez-moi le nom d'un politicien suisse. C'est vrai que c'est très difficile, hein? Le président de la fédération. Mais personne ne sait qui c'est. Et puis en plus, si vous voulez, et si tout marche bien en Suisse, si c'est le niveau de vie le plus élevé du monde, alors qu'ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas de matière première. Ils ont le chocolat quand même. Ça, ils ont le chocolat oui, mais c'est pas énorme. Par exemple, ils ont une industrie aujourd'hui, une base industrielle qui est plus importante en volume que la base industrielle française. Ce qui est stupéfiant. Répétez ça. Leur base industrielle est plus importante que la base industrielle française aujourd'hui. La petite Suisse. Oui, pas si petite que ça. Hein. Et bon, les Suisses, ils ne sont pas d'hommes politiques, ils votent surtout. Donc la solution, c'est pas de faire confiance à celui ou à cela, c'est de dire, par exemple, ils ont fait un vote il y a quelque temps sur est-ce que les femmes qui portent le burqa peuvent le porter en Suisse. Référendum. Je crois qu'il y en a eu 55 qui ont voté non. Et donc le journal, le lendemain, disait le souverain a tranché. Le peuple. Le souverain. Ils disent pas le peuple, ils disent le souverain, c'est le peuple. Ils appellent le peuple le souverain. Mais la dernière fois qu'il y a eu un référendum dans votre pays, Charles Gave, on a vu le résultat. C'est-à-dire que... le souverain s'est vu déculotté à l'Assemblée nationale. Normalement, dans un pays normal, on aurait dû les mettre contre le mur et les fusiller pour trahison, haute trahison. Et comme quand on a vendu tous les bijoux de famille, etc., des trucs de l'extérieur. Donc, la seule façon d'en sortir en Europe, c'est de revenir à l'essence, c'est-à-dire l'individu qui vote individuellement et qui est maître de son destin, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de politique. Mais vous me parliez tout à l'heure de la Boétie et de ce qui nous renseignait sur la nature humaine et peut-être de notre aspiration fondamentale pour la majorité d'entre nous, moutonnière. Moutonnière, ben oui, mais alors c'est ça, et alors à ce moment-là, le vote... mais s'il n'y a pas d'hommes politiques qui peuvent orienter les dépenses, etc., c'est difficile d'être un mouton. Mais est-ce qu'on encaisse ce que nous méritons par notre indifférence ou... Non, parce que le peuple n'est pas dupe. Et aujourd'hui, par exemple, il n'y a même pas 50% des gens qui vont voter aux législatives. Ça ne sert plus à rien. Parce qu'on n'y croit pas. Ben non, ça ne change rien. Que vous ayez Juppé ou Fabius, ils ont tous les deux un casier judiciaire. Ils sont tous les deux au Conseil constitutionnel en fin de carrière. Ils doivent toucher à peu près 400 000 € par an de revenus de l'État sans avoir jamais travaillé, que nous leur payons avec nos impôts. Donc, quand je parle à ces gens de cette classe, et il m'arrive de leur parler, je ne suis plus invité dans aucun dîner en ville d'ailleurs. Non, j'imagine qu'avec un pareil discours, vous ne devez pas avoir beaucoup de ce genre d'invitations. Non, j'en ai très peu. Mais par contre, ce qu'ils me disent quand ils parlent franchement, c'est « Mais Charles, t'es complètement idiot. Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. » Vous voyez ce que je veux dire ? Pour eux, ils n'ont jamais autant pété dans la soie. Et donc, ils trouvent que tout va bien. Mais c'est probablement quand on pète dans la soie que le silence se fait dans la jungle. Je suis d'accord avec vous. Et que là, soudainement... Il y a un pet qui arrive. J'imagine que vers quelque part, vers 1787-88, il y avait des gens qui sentaient très bien, des aristos et tout, qui trouvaient que ça allait très bien pour eux. Donc, il n'y avait pas de raison de se faire de soucis. Et puis, les 10 années qui ont suivi ont été difficiles pour eux. On est à un point de bascule semblable dans l'histoire de l'humanité? Je crois qu'on est à la fin de la domination, parce que l'un de mes associés a été invité par Al Jazeera aux grands pao-pao qui font une fois par an à Abu Dhabi, à Dubaï, je sais pas. Doha, non, par là. Et donc, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, 100 ou 200 qui allaient dire quelque chose. Il était le seul caucasien invité. Il y avait des gens
de l'Inde, de Russie, de partout, mais partout, du monde entier, mais il n'y avait plus un seul Européen, plus un seul Américain. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on est en train d'arriver à la fin de la domination des Caucasiens sur le monde et les idées. Ils pensent qu'on est devenu fou. Hamid Malouf a écrit récemment là-dessus, en ce moment, sur ces 500 années de domination caucasienne qui sont en train de basculer complètement. Complètement. Donc il est revenu très impressionné de ça. Mais par contre, ils ont un désir d'apprendre forcené, qu'on avait nous il y a 500 ans. Donc si vous voulez, si vous leur expliquer, si vous voulez fonder une université là-bas, c'est là-bas qu'il faut la créer, parce que ça, ils sont très preneurs. Et donc vous regardez ces gens-là, et je vous donne un exemple qui m'a absolument stupéfait. Bon, la Russie a envahi l'Ukraine, on gèle les avoirs de la Banque centrale russe, partout. Et ayant fait ça ensuite, tous les gars, par exemple, qui avaient des comptes bancaires en France, russes, on leur ferme. Ils n'ont plus accès à leurs comptes, etc. Qu'est-ce qu'on a vendu au reste du monde pendant 500 ans, là, les 500 dernières années? On leur avait vendu la sainteté du droit de propriété. Si c'est à vous... C'est à vous. C'est à vous, et on ne pourra pas vous le piquer sans qu'il y ait des tribunaux qui s'y mettent, etc. Un vrai processus judiciaire. Ben, là, on a fait le même coup que les Juifs en Allemagne en 1934. On leur a piqué leur pognon, simplement parce qu'ils sentaient des pieds. Et du coup, ils se disent, mais cette histoire de... On ne va plus acheter des actifs chez eux. Parce que s'il y a un coup d'État, moi je suis allé Koweïti, il y a Saddam Hussein, je ne sais pas qui rentre, qui me pique le Koweït, je vais aller à Londres, on va me dire, ben non, vous l'avez sûrement volé pour acheter votre appartement sur Mayfair, là. Donc, ça faisait 1000 ans qu'on avait réussi deux choses, impliquer les gens dans nos propriétés chez nous, en leur disant, si c'est chez nous, ça sera vraiment à vous. Et deuxième chose, on avait inventé un concept inouï qui était la dématérialisation de l'argent. C'est-à-dire que vous étiez à Jérusalem, vous donniez 1 kilo d'or au Templier, puis vous voyagez 2 ans à cheval et vous le touchiez à Toulouse. Avec votre lettre de crédit. Votre lettre de crédit. On avait dématérialisé. Donc ça faisait 1000 ans qu'on contrôlait les flux financiers. Et on a forcé tous ces autres pays à réinventer un autre système qui ne sert pas de nous. Intéressant, parce que vous parlez de propriété. C'est une des choses qui, en ce moment, semble vous titiller un peu. Mais il n'y a plus de propriété. La prochaine grande opération de tonte, c'est sur l'immobilier. Des contribuables, des citoyens, c'est l'immobilier. Bien sûr. Des propriétaires à qui on a toujours dit, vous ne pouvez pas vous tromper avec de la pierre, vous allez faire... Ils vont être tondus. Ils vont tout perdre. Parce que l'immobilier, ça ne peut pas prendre de train pour Bruxelles. Hein. Et donc... Comme c'est la seule ressource, le seul actif qui leur reste, qu'ils n'ont pas encore piqué, ils vont vous le piquer maintenant, c'est sûr. En Europe et ailleurs aussi dans le monde? Ben, je ne sais pas, mais au Canada, ça a l'air de devenir hors de prix, l'immobilier, non? C'est pas mal, en effet. Mais donc, maintenant que c'est bien monté, ils vont pouvoir vous le piquer. En taxant. Et en expliquant que c'est complètement injuste, que vous qui avez 60 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge, vous avez une très belle maison que vous avez achetée quand elle n'était pas chère en empruntant, et puis vous avez payé toute votre vie, mais on dit que maintenant c'est complètement injuste parce que tous les types qui arrivent, ils ne peuvent pas se loger, donc on va vendre votre maison et on va bâtir 3 cabanes à lapins pour ces gars-là. C'est au nom de la justice sociale qu'on va vous spolier, j'espère que vous vous en rendez compte. Oui, et au nom de ce que la situation fiscale appelle des mesures draconiennes. Des mesures draconiennes, parce que déjà, ils n'arrivent plus à aider tous ces pauvres gens, même en taxant normalement. Donc maintenant, comme vos revenus ne suffisent plus, ils vont être obligés de prendre vos actifs. C'est une vue de l'esprit ou vous êtes sérieux quand vous pensez qu'il y aura littéralement opération main basse sur l'immobilier? Ça aura du mal aux États-Unis à cause de la Constitution. Au Canada, c'est plus facile à faire. Parce qu'on est plus docile. Parce que vous êtes plus docile. Et en France, c'est déjà très, très, très bien engagé. Tous mes amis qui ont un petit peu d'argent en France, qui ne sont pas encore partis, sont en train de vendre leur immobilier aussi vite qu'ils peuvent. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il n'y ait plus qu'un seul acheteur. Au prix déterminé par cet acheteur. Un monopole d'achat, quoi. C'est la fin du monde de Locke. Si vous voulez, Locke, c'était la propriété, c'était l'égalité de tous devant la loi, c'était la tolérance, c'était toutes ces grandes choses. Et on a vécu dans un monde lockien pendant 3 ou 4 siècles. Et tous les puissants n'ont eu qu'une idée, c'est de le détruire. Alors, j'aurais un mot d'esprit. On va finir locked out. Locked out. On est locked out.
C'est très joli. Merci beaucoup. Charles Gave, ça a été un plaisir que de vous rencontrer, finalement, après vous avoir lu pendant de nombreuses années. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, aimez, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je sais que je suis un peu répétitif, mais faites-le, ça a vraiment de l'importance pour nous. Était dans notre équipe, comme chaque semaine, Marianne Grenon, qui est notre productrice, Jeanne Croteau, qui est notre réalisatrice, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.